Alors imaginez ça. Un essaim de trône qui fonce droit sur une ville. Les sirènes hurlent, le ciel est zébré de tirs. On pourrait croire à une scène de guerre classique, purement destructrice. Mais en réalité, derrière ce chaos se cache quelque chose de bien plus malin, un véritable piège financier. Parce que cette bataille dans les airs, eh bien ce n'est qu'une couverture. Le vrai but du jeu, ce n'est pas de tout casser. Non, c'est de mettre l'autre à sec. 2 millions de dollars. Oui, 2 millions. C'est le prix, le coût absolument hallucinant pour intercepter une seule de ces menaces. Une seule. Et en face, l'arme qui attaque, elle coûte combien? À peine 20 000 $. Le décalage est juste gigantesque. Et c'est exactement là, dans cet écart, que toute la stratégie se joue. Ce déséquilibre, ça crée un dilemme, un choix juste impossible à faire. Soit on laisse faire et on regarde ces villes se faire bombarder, soit on se défend et on court tout droit à la ruine financière. C'est un véritable casse-tête, le cauchemar logistique et financier qui hante les nuits des stratèges militaires du monde entier. Et cette citation, franchement, elle résume parfaitement la situation. En gros, le choix c'est soit on abat ces drones, on survit aujourd'hui, mais on risque de faire faillite demain, soit on les laisse passer, et on regarde nos villes brûler là tout de suite. Il n'y a pas de bonne solution. Alors c'est quoi cette arme qui provoque un tel cauchemar? On s'attendrait à un truc de fou, un chasseur furtif, un missile hypersonique. Mais non, pas du tout. Il s'agit d'un drone de fabrication iranienne, le Shahed 136. On le surnomme même le cyclomoteur des cieux, tout ça à cause du bruit très particulier de son moteur, un peu comme une tondeuse. En fait, cet appareil, il est né d'une contrainte. Pendant des décennies, l'Iran a été sous sanction. Impossible pour eux de rivaliser avec la technologie occidentale. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Leurs ingénieurs ont tout simplement changé les règles du jeu. Au lieu de faire la course à la technologie, ils ont misé sur des armes, disons, basiques, low-tech, mais terriblement efficaces. Quand on regarde ces caractéristiques, c'est presque dérisoire. On parle de matériaux composites tout légers, un moteur à piston qu'on pourrait trouver sur le marché civil, un simple GPS commercial pour le guidage. Le principe est simple, on rentre les coordonnées, on appuie sur le bouton pour le lancer et hop, il file tout droit jusqu'à sa cible. C'est une arme jetable. Sa vraie force, ce n'est pas son intelligence, c'est son prix dérisoire. Et voilà, on arrive au cœur de la stratégie. Transformer la guerre en une simple bataille de budget. Le coup de génie ici, c'est pas tant sur le terrain, c'est dans les comptes en banque. C'est une manière de provoquer une véritable hémorragie financière chez l'adversaire. Ce graphique, il résume tout. Regardez, à gauche, on a notre petit drone à 20 000 $. Maintenant, on compare. Pour l'abattre, on peut utiliser un missile Stinger qui coûte 400 000 $, ou pire, un missile naval SM-2 qui dépasse les 2 millions. Le calcul est vite fait, pas vrai? Et ça, c'est la définition parfaite de ce qu'on appelle la guerre d'usure économique. Le but, ce n'est pas forcément de détruire une cible précise, un bâtiment ou un char. Non, le vrai but, c'est de vider les caisses de l'adversaire. Prenons un exemple simple. Si l'attaquant dépense 2 millions pour lancer 100 drones, eh bien le défenseur, lui, va devoir dépenser 200 millions pour essayer de tous les arrêter. C'est intenable. La tactique militaire derrière tout ça, elle est basée sur une idée toute simple. L'attaque en essaim. Pensez-y. Les systèmes de défense aérienne actuels, ce sont des bijoux de technologie, c'est vrai. Mais ils ont une limite, un point faible. Leur capacité à suivre plusieurs cibles en même temps. Alors si on lance, disons, 50 drones en même temps, depuis plusieurs directions, le système est complètement dépassé. Il sature. Il n'a plus assez de missiles ou plus assez de temps pour réagir. Et à la fin, c'est mathématique, il y en a toujours quelques-uns qui passent à travers les mailles du filet. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un rebondissement. Un détail qui rend tout ça encore plus absurde. Quand les ingénieurs se sont penchés sur les drones abattus, qu'ils les ont démontés pièce par pièce, ils ont fait une découverte assez stupéfiante. À l'intérieur de ces drones, malgré les sanctions massives contre l'Iran, eh bien qu'est-ce qu'on trouve? De la technologie occidentale. Partout. Des puces électroniques qui viennent d'entreprises basées au Texas, des lentilles fabriquées au Japon, des moteurs conçus en Europe. Comment c'est possible? En fait, l'Iran a mis sur pied un immense réseau fantôme mondial, avec des sociétés écrans, pour acheter tous ces composants en toute discrétion et les faire passer en contrebande. L'ironie est absolument terrible. Au final, l'Occident dépense des fortunes pour se protéger de sa propre technologie. Et comme si ça ne suffisait pas, la stratégie continue d'évoluer. Récemment, elle a même franchi 2 nouvelles étapes, qui rendent la menace encore plus complexe et dangereuse. Alors, quelles sont ces 2 étapes? Comment la menace devient-elle encore plus redoutable? Eh bien, premièrement, parce qu'on pourrait appeler une guerre algorithmique. Et deuxièmement, par un modèle économique qu'on croirait sorti d'une grande entreprise, le modèle de la franchise. Alors, la première étape, c'est l'utilisation d'armes à sous-munitions. Pour faire simple, imaginez un gardien de but face à un seul tir.
C'est difficile, mais c'est gérable. Maintenant, imaginez qu'au milieu de sa course, le ballon explose et se transforme en 30 mini-ballons qui partent dans tous les sens. Pour le gardien, c'est impossible. Eh bien, pour le système de défense, c'est pareil. Au lieu de suivre une cible, il doit soudain en suivre des dizaines. L'algorithme est submergé. Il court-circuite, en quelque sorte. La deuxième étape, c'est presque un coup de génie commercial. L'Iran s'est rendu compte qu'envoyer des drones partout, c'était compliqué et risqué. Alors ils ont fait comme les grandes chaînes de fast-food. Ils vendent des franchises. Ils n'exportent plus le produit fini, le drone. Non, ils exportent l'usine qui le fabrique. C'est exactement ce qui se passe par exemple en Russie, à Yevobouga. Moscou y a construit une usine pour produire 6000 de ces drones par an, directement sur son territoire en suivant les plans iraniens. Tout ça mis bout à bout, ça nous amène à une conclusion. Les règles de la guerre sont en train de changer. On assiste à une sorte de David contre Goliath moderne. Le Goliath, ce sont les armées à plusieurs milliers de milliards de dollars. Et David ? Eh bien, ce sont des petites armes faites de plastique, de puces électroniques grand public et de moteurs de tondeuse. Et ça nous amène à la conclusion peut-être la plus importante de tout ce qu'on vient de voir. Avoir l'arme la plus sophistiquée, la plus chère, la plus avancée technologiquement, ne garantit plus la victoire. La victoire revient désormais à celui qui a les reins assez solides pour se permettre de combattre le plus longtemps. Au final, la vraie question n'est plus de savoir qui a l'arme la plus puissante. La question c'est, quand la guerre se transforme en une impitoyable feuille de calcul, qui sera le premier à ne plus avoir les moyens de payer ?